Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Salut tout le monde et bienvenue à Info TCBH. Je sais, ça fait quand même un certain temps qu'on ne s'est pas vu. Parlant de voir, je vais enlever ça, excusez-moi, c'est parce qu'il fait beau, fait chaud. Au moment où je tourne, on est jeudi le 18 juin. Il fait 32 degrés, il fait assez chaud. En ce moment, je me suis habillé quand même relativement conforme pour vous présenter une émission d'information. Je vous cache pas que j'aurais aimé ça me mettre en short, puis encore plus en camisole ou en t-shirt ou rien mettre. Il fait vraiment chaud, il fait vraiment humide. Je ne sais pas si on le voit, si on voit la sueur perler sur mon front, mais enfin bref. Donc pour cette dernière émission, certains auront remarqué qu'on est au Parc de l'Aventure Basque en Amérique, communément appelé le PABA. Donc c'est ici que j'ai tourné mes premiers plans pour Info TCBH à l'automne 2019. Donc je me suis dit que pour la dernière émission, c'était tout naturel de revenir ici pour faire une boucle parfaitement bouclée. Donc, c'est fini, c'est facétie. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine dans l'actualité? Le 4 juin, je me suis rendu à l'école La Chanterelle à Saint-Paul-de-la-Croix parce que les élèves ont chanté la chanson « Debout » d'Ariane Moffat en circonstance du confinement. Le 6 mai dernier, j'ai rencontré Francis Proulx, notre animateur de l'émission Vision Rap. Pour ceux qui écoutent Vision Rap, vous avez pu voir cette entrevue-là déjà dans son émission. J'avais surpris Francis lors d'un de ses enregistrements et justement, je me suis dit que ce serait une bonne chose de vous présenter cette entrevue-là sur les ondes d'Info TCBH. Ensuite, je vous présente un reportage qui a été fait sur Marie-France Pelletier, qui est art thérapeute ici dans la région. C'est pas nous qui avons fait le reportage. C'est Bokeh Productions qui a fait l'enregistrement de ce reportage-là. Donc, ils m'ont donné l'autorisation de vous le diffuser. Ensuite, j'ai été à la rencontre de Ghislain Vachon, notre coordonnateur à la télé communautaire, pour qu'il nous parle des émissions qu'il y a eu durant le confinement. Et finalement, pour ma part, je vous présente un topo COVID-19 que j'ai fait. J'en ai pas vraiment beaucoup parlé durant le confinement. J'ai laissé ça aux autres médias qui s'en chargeaient de toute façon. Je me suis dit que tant qu'à diffuser les mêmes informations, ça donne pas grand-chose de se répéter. J'avais fait une petite parodie en début de confinement là, avec coronavirus, papier de toilette. J'avais fait une petite parodie là-dessus. Certains se souviendront. Et c'est ce qui va conclure cette dernière émission d'information de la saison. Donc sur ce, tout le monde, un très bon visionnement. Le but initial, c'était d'envoyer cette chanson-là aux résidents du manoir La Fontaine à Rivière-du-Loup. On les a visités en décembre dernier. On voulait leur faire comme un petit clin d'œil en fin d'année scolaire. Puis finalement, j'ai décidé d'envoyer la vidéo à Ariane Moffat. Et finalement, elle a répondu, puis elle a mis la vidéo sur sa page Facebook. Fait qu'on était très contents. Le message derrière cette chanson-là, c'est que au début, ça commence par « il y a quelque chose dans l'air de différent ». Donc, ça exprime bien ce qu'on vit, là, il n'y a plus rien de pareil. Mais c'est un message d'espoir en disant « restons debout », puis faut continuer d'aller de l'avant avec les nouvelles mesures, finalement. Nous autres, notre but au départ, c'était de faire du bien aux aînés, puis de leur rappeler qu'ils sont pas tout seuls, de rester debout, puis d'avoir confiance en soi, puis de pas lâcher. On
On chantait cette chanson parce qu'on voulait faire du bien aux personnes qui étaient seules. Puis quand on vit une situation comme celle-là, ben c'est de rester debout. On souhaite que ça se passe bien, puis on garde nos distances. C'est sûr qu'on peut pas, il faut tout le temps qu'on respecte le 2 mètres, puis on se lave souvent les mains, puis aussi, on peut pas faire vraiment qu'est-ce qu'on faisait avant. Musique debout, c'est pas mal une chanson qui parle d'amour et tout ça, de rester debout. Tout le monde aimait ça l'affaire. Là. Ça décrivait pas mal tout le monde qu'est-ce qu'on ressentait. Là. On faisait tous un personnage là, en petit papier qu'on collait sur une feuille. C'est fun. Puis Ariane Moffat, c'est quand même quelqu'un de connu. Là. Fait que là, il y a plein de personnes qui vont voir ça. Là. C'est cool. Salut tout le monde, c'est Marc-André pour TCBH. Aujourd'hui, on fait une petite entrevue bien spéciale. On va aller surprendre notre animateur Francis Proulx de l'émission Vision Rap. On va aller faire une petite entrevue pour en apprendre un peu plus sur lui. Éventuellement, ça va être nos autres animateurs, mais là, on s'en va piéger Francis. À tout de suite. Nous allons commencer par... Bonjour Francis. Bonjour Marc-André. Donc, on te piège un peu en studio en ce moment parce que je fais une émission. Bonjour. Bonjour. C'est pour Info TCBH. Tout le monde, Marc-André. Salut tout le monde. Je me suis dit que ce serait cool de faire une petite entrevue avec toi pour en apprendre un peu plus sur toi, en apprendre un peu plus sur ces animateurs qui travaillent à la TV communautaire. Fait que je sais pas si ça t'intéresse. Let's go. Parfait, on set ça. Surprise. On est là. Salut Francis. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui. Bon, avant de commencer, je pense que ça va de soi. On va changer le décor un peu parce que là, ton décor est bien beau, là, mais on va changer le décor pour faire un peu à ma sauce. Excellent. Et voilà, la magie du fond vert. Fait que Francis, on va y aller rondement. J'aimerais ça qu'on parle un peu de toi, que les gens te connaissent un peu mieux. Tu viens d'où? OK. Moi, à la base, je suis un gars de Montmagny, mais j'ai vécu pratiquement toute ma vie Rive-Sud de Québec à Lévis. OK. Ça fait 2 ans, là, présentement, que je suis rendu ici dans le Bas-Saint-Laurent, à Trois-Pistoles même. OK. Une belle petite place. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre par ici? Ma conjointe. OK. Dans le fond, elle a commencé à travailler par ici, puis c'était STD. Fait que j'ai décidé de m'en venir aussi. OK, OK. Puis tu animes une émission de rap ici à la TV communautaire. Le rap, c'est pas nouveau dans ta vie, là. Ça date de... Non, vraiment pas. Ben, j'ai toujours baigné dans la musique, autant rap, métal. J'étais un mélomane de base. OK. Mais moi, j'ai beaucoup de background. J'étais un artiste aussi à l'époque. En 2006, on commence à faire des petites soirées avec mon chum, des petites soirées dansantes. Puis on s'est mis à écrire des petits textes, à rapper de même. Puis finalement, on a formé un groupe, un duo à la base, moi et Cédric Quentin, qui s'appelait Règlement de compte. OK. Justement, dans notre soirée dansante, à 2 piastres l'entrée, on s'est mis à faire des petites chansons de même. Lui, il chantait surtout du cash-money. Moi, j'écrivais des textes. À un moment donné, on a rajouté un autre gars avec nous qui s'appelle Émeric Vézina-Belloni. On l'a vu dans le groupe Malsain qui est venu en entrevue dans mon émission Vision Rap. Puis là, on a créé vraiment un mixtape. On a enregistré 7 tunes qui ont été endisquées par nous-mêmes, OK. qui ont été distribuées dans des salles de spectacle qu'on a faites. OK. C'est une belle expérience. Oui, c'était le fun. C'était un petit rêve de jeunesse qu'on vivait. Puis on a fait au-dessus de 200 shows, selon moi. OK. Ça a été quand même beaucoup. On était souvent avec les Golotages, un 8-7, Tactica, l'Assemblée. On a fait des premières parties pour un peu tout le monde. OK, OK. Ah, quand même, hein? Tu connais des personnalités? Ben c'est ça qui a aidé. T'sais, moi, avant d'avoir Vision Rap, j'ai animé aussi des émissions de radio. OK. C'est comme en 2012. J'étais à CJMD. L'émission, le poste de radio commençait, c'était juste sur Internet à la base. On faisait du pré-enregistré. J'animais une émission avec Alexandre Bicten-Boivin qui s'appelle Hip-Hop Urbain. Eux, ils ont continué l'émission par après. C'est encore en format podcast sur Uniquity Radio dans le coin de la Beauce. OK, OK. Puis, c'est quoi la différence entre faire une émission de radio et faire une émission de télé? T'en vois-tu? Les caméras. Les caméras? Quand, mettons, tu bafouilles à la radio, c'est pas si grave, ça peut passer. Bien souvent, tu es avec d'autres partenaires qui peuvent
te joindre. OK. Quand tu bafouilles à la caméra, ça donne des bloopers comme qu'on a pu voir dans nos émissions. L'avantage, c'est qu'on est en différé, fait qu'on fait pas de direct. Parce qu'un direct à la télé, ben ça se voit que tu bafouilles, ça se voit que tu peux être mal à l'aise de tout ça. Puis toi, à la radio, ça paraît pas. Non, c'est ça paraît vraiment pas. Puis au pire, il y a un petit silence, là, on met des petits sons de cricket, puis ça y va. J'ai pas la présence de Pierre Bruno devant une caméra non plus. Ça a été un stress dans les premières émissions. Même recommencer la deuxième saison, j'ai été rouillé un peu. Mais ça va bien, je pense. Ben moi, je pense que ça va bien, certain, parce que j'ai déjà vu justement une évolution par rapport à la saison 1 jusqu'à la saison 2. Tu semblais déjà à l'aise quand même avec le fait d'enregistrer, fait que c'est déjà un avantage, mais moi je pense qu'au niveau de la télé communautaire, autant les gens qui écoutent cette entrevue-ci là, à Info TCBH que ceux qui l'écoutent sans doute à Vision Rap, je pense qu'on peut lever notre chapeau à Francis. Je pense qu'il fait un super bon travail Merci. à la TV. Là. Mais tu sais, comme je disais, j'ai pris mon background de la radio parce qu'en plus des pop urbain, je suis encore chroniqueur à CGMD pour l'émission Le Bloc Hip-Hop. À chaque semaine, je fais une chronique sur un artiste. Je parle de long en large, ses ventes d'albums, tout. Okay. Fait que tu sais, juste ramener ici puis présenter des vidéoclips, c'est quoi qui est facile. T'sais. J'ai regardé Musique Plus toute ma jeunesse, les VJ à l'œil. Fait que il faut juste que tu t'amuses puis savoir quoi faire, puis ça aide. OK. Puis tu parles de chronique. Là, tu as commencé dans la deuxième saison de Vision Rap une chronique que tu as repris justement de la première saison. Oui, dans le fond, j'ai repris l'évolu chronique à JP vu qu'il était plus présent, malheureusement. C'est ça, c'est le même principe. Là, on retrace l'histoire du hip-hop en général. Moi, j'ai commencé à partir du gangster rap américain dans l'Ouest californien. Puis on va relater aller jusqu'à aujourd'hui. OK. C'est-tu beaucoup de travail d'écriture, de recherche, faire ça? Oui, c'est beaucoup de travail de recherche pour être sûr que tes sources sont bonnes. Il y en a plusieurs que je vois, mettons, juste aller sur Wikipédia, prendre des informations là, mais c'est pas toujours qu'est-ce qui est bien. Okay. C'est bien de se vérifier sur 2-3 sites différents pour être sûr de donner la bonne information aux gens. Puis sinon, c'est de savoir monter une espèce de plan d'action. Tu veux, c'est quoi ton sujet, de quelle manière tu peux l'apporter, qu'est-ce que tu peux en dire aussi. Ça se fait bien. T'sais, comme moi, j'enregistre dans les chroniques de Chinois, mon petit kit d'enregistrement home studio, si je veux dire. Puis c'est ça. Ça se fait bien. OK. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime ça, l'histoire, de façon générale? Oui, quand même. Ben, mes amis m'appellent Pro Connaissance Générale. Je me connais dans beaucoup de sujets, puis surtout la musique, comme je dis, autant métal que hip-hop. J'aime ça retracer l'histoire puis voir comment ça a évolué. Surtout à travers le hip-hop, on en voit souvent, ça a des backgrounds, mettons, avec le funk, le soul. Fait que ça ramène des vieilles chansons, des vieux titres que des fois j'aime bien écouter puis apprendre des nouveaux trucs aussi. Tu dis que t'es mélomane, t'écoutes beaucoup de musique. T'en fais encore beaucoup? Moi, plus vraiment. Okay. Dernière pièce que j'ai enregistrée, c'était un cypher avec des gars de lors d'une soirée bien arrosée. Okay. Mais j'ai pas la porte fermée à ressortir de quoi un jour, on va voir. OK. Ça serait intéressant d'entendre ce que tu es capable de faire. J'ai apporté des vieilles chansons si tu veux en faire jouer. OK. Bon, ben on s'en va écouter ça tout de suite. I stay on top, 'cause I'm the boss, 'cause I'm the boss. I stay on top, 'cause the RUC boys don't know when to stop. I stay on top, I hand my loss, I don't wanna stop, I don't wanna floss, I don't wanna... On vient d'écouter ta pièce, peux-tu nous en parler un peu? Oui, on a écouté I Stay on Top, ça a été notre gros succès. Même encore de nos jours, je connais du monde qui la connaissent encore par cœur, même si moi, parfois, j'ai de la misère dans les paroles. Ça a été écrit sur un coin de table, un peu sur une galerie en fin de soirée, moi puis mes deux chums. Puis ça a été un banger. Une tune qui a fait lever les foules là, quand on fait nos shows, quand on faisait nos shows. Puis c'est ça a été notre pièce maîtresse de notre mixtape. OK. Puis Trois Pistoles, ta vie à Trois Pistoles, tu m'as dit que ça faisait 2 ans que tu étais... bientôt 2 ans que tu étais ici. Oui, bien ça fait 2 ans au mois de mars dernier. Okay. Puis ça a été quand même un gros changement. Moi, j'étais un gars de la ville pas mal. J'étais arrivé ici... pas sur un coup de taille parce que c'était réfléchi un peu, mais tu sais, je connaissais personne, j'avais pas d'amis, j'avais juste ma conjointe. Okay. Puis c'est ça, de fil en aiguille, j'ai connu du monde, comme ça, je joue au décorqué avec la ligue de gars ici à Trois Pistoles. J'étais au soccer, là où j'ai connu JP Rio, qui était notre chroniqueur. Puis c'est ça, de fil en aiguille, 1 an après mon arrivée, quand j'ai laissé la radio à Lévis, je disais, c'était pas fini pour moi, vous allez m'entendre pareil. Puis 1 an après, j'arrivais ici à TCBH, puis j'animais Vision Rap. Puis, qu'est-ce qui t'a emmené à TCBH, ça?
c'est une prise de contact. Moi, dans le fond, je connaissais une personne qui était sur le CA, qui est Julie, je ne me rappelle plus de son nom. Julie Ouellette, oui. Elle m'a dit, il cherche du monde à TCBH, si tu veux aller voir pour faire du bénévolat. Tout. Moi, au départ, je n'étais même pas censé animer d'émission. Je venais voir juste comment ça se passait et tout. Et première rencontre avec Ghislain, il dit, ben moi, je peux t'offrir un show. Tu le prends-tu ou tu le prends pas? Je dis, ben là, OK, on va le faire. Pris de cours un peu. Puis, on n'avait rien décidé non plus encore, ça allait être comment ça allait se passer. Puis, je pense 2-3 semaines après, mon logo était fait, le titre d'émission était décidé, puis on enregistrait. Vision Rap, ça vient d'où? Vision Rap, ça, c'est un brainstorming avec moi et les gars du bloc hip-hop à CGMD. On cherchait des noms, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait avec télévision puis musique. C'est sûr que rap, c'était la logique. Fait que là, c'est ça, c'est RMS qui est arrivé avec, pourquoi pas, Vision Rap. Parce qu'à Québec, il y a un magasin qui s'appelait Vision Rock, qui vendait plein de t-shirts de groupe. Fait que je dis, ben, juste rap à la place de rock. Je dis, ben ouais, go, ça le fait. Fait que c'est ça, j'ai envoyé après ça, mon idée de logo à Ezekiel Productions, je l'avais 3 jours après, puis la page Facebook était lancée. Ça a parti ça a parti très vite. Puis j'ai eu beaucoup de personnes qui sont associées un peu à moi au départ. C'est comme, mettons, la page Zone Rap avec Samuel Baudouin qui a fait beaucoup de promotions. Rocky Promotion aussi. J'attends toujours mon t-shirt, mon fan. Sinon, c'est ça, tu sais, avec le background que j'avais et les connaissances que j'avais, c'était facile de prendre contact avec beaucoup de personnes dans le milieu. Fait que ça a été bien de ramasser plein de vidéoclips puis de pouvoir partager ça avec les auditeurs. OK. Puis le contraste, tu sais, Lévis, c'est sûr que c'est pas Montréal, là, mais le contraste ville, 3 pistoles, qui a à peu près 4000 habitants, c'est-tu un gros clash dans ta vie? Ben, ça a été un gros... Qu'est-ce qui était un plus gros clash, c'est que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est proche de ces personnes, qui est proche de mon entourage. Ça a été vraiment dur de, comme, mettons, partir, laisser ma famille, mes amis, puis d'arriver ici, puis d'être vraiment juste centralisé, moi et ma conjointe. Je dis pas que je me suis pas fait d'amis à travers ici, mais j'ai pris un style de vie plus renfermé un peu. Okay. Ça me permet de me concentrer plus sur moi et sur les trucs que j'ai à faire aussi. OK. Puis j'imagine que, comme tu as dit, Vision Rap, c'est du bénévolat. J'imagine que tu travailles dans la région. Tu travailles où? Oui, dans le fond, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai fait 1 an chez Demel Portefeuille. Puis maintenant, depuis le mois de mai l'an passé, je suis rendu au Fil de Barigou à Sainte-Françoise. OK. Pas trop compliqué? Non, c'est salissant un peu, mais c'est pas compliqué. Mais tu sais, j'ai touché un peu à tout dans ma vie. J'ai été souvent dans les domaines industriels, que ce soit la fabrication de palettes, n'importe quoi. C'était pas de quoi qui me dérangeait non plus. Faut gagner sa vie, puis c'est ça. C'est pas les jobs qui pleuvent non plus dans le coin. Non. Fait que je n'ai trouvé une que je suis bien, là, on a du bon monde à la shop, puis ça se fait bien. Puis profites-tu un peu de, on va dire, l'environnement, le territoire? Oui, mais étrangement, dans la première année, quand je suis arrivé ici, un petit peu plus, je m'étais arrivé un accident, je m'étais cassé les 2 talons. Oh boy. Fait que je suis arrivé ici, je marchais en marchette. Fait que j'étais allé prendre beaucoup de marches dans ce temps-là pour me rééduquer. Mais sinon, je profite du plein air quand je peux aller au soccer ou au décoquer. C'est rare que je vais me promener à l'extérieur. OK. Fait que t'es un gars qui se tient en forme. Ouais. T'es un gars manuel, de ce que je peux comprendre avec ton travail. Puis t'es un gars aussi intellectuel parce que j'imagine que préparer des émissions et tout ça, tu sais, ça prend de la connaissance. Ça prend de la connaissance et tout. Là. Fait que t'es quand même assez polyvalent. Oui. OK. Puis t'aimes ce que tu fais? Ben oui, vraiment. Ouais, ça prend de la passion pour faire ça. Ouais, quand t'es multitâche puis tu touches un peu à tout, ça va bien. Bon, ben c'est super, Francis. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ceux de Vision Rap, ben ça, c'est Marc-André, l'homme derrière la TV, derrière l'ordinateur. C'est lui qui fait tout, même la création de mon site web. Un gros merci à toi, Marc-André. Ben, ça fait plaisir. C'est la moindre des choses. Ouais. On veut donner une belle visibilité aux émissions qu'on fait. Puis je pense que Vision Rap, c'est une de nos émissions phares, je dirais, parce que depuis que Vision Rap est arrivé en ondes, nos codes d'écoute au niveau du niveau de l'âge, on va dire ça comme ça, l'âge plus jeune, il y a eu un roulement. Là. Ça, c'est du monde qui ont commencé à adhérer autant à la chaîne YouTube qu'à la page Facebook. Il y a beaucoup plus de monde qui nous écoute, qui considère ce qu'on fait là, comme étant sérieux. Parce qu'avant ça, c'est bien certain que quand on entend télé communautaire, ben, on pense à petits vieux chez eux qui écoutent des émissions là, surtout comme les quais au début qu'on fait encore. Mais je pense que Vision Rap amène une vision un peu jeune justement à notre programmation. Puis ça
ça se remarque dans nos abonnés, les gens qui nous écoutent, puis dans vos commentaires aussi. Mais ça, je pense que c'est un problème avec le mot communautaire à la base. Parce que même à CJMD, à la base, c'était une radio communautaire. Le monde ne nous prenait pas au sérieux. Puis maintenant, on est rendu pratiquement une des plus grosses radios dans le coin de Québec. OK, puis qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que c'est vraiment été le travail acharné de l'équipe de réalisation. Ils n'ont pas changé de nom? Non, ils n'ont pas changé de nom. On a changé l'image qui était. Donc, on est rendu avec un logo comme orange et noir marqué CJMD Lévis. Puis on a arrêté d'utiliser le mot communautaire. OK. Mais ça reste encore, tu sais, il n'y a personne de payé à part les héros gradés, si je veux dire. Puis c'est vraiment du monde qui font comme moi, du bénévolat à 3-4 heures semaine. Puis ça donne un gros produit de qualité. Puis maintenant, ils pètent des codes d'écoute à plein. Okay. Fait qu'il faut pas se fier vraiment au terme communautaire pour dire que ça sera pas du bon matériel. Bon, ben, tout est dit. Bon, ben, merci beaucoup, Francis. De rien. C'était Francis Pro pour Vision Web. Et Marc-André pour Info TCBH. Salut tout le monde! Le coronavirus est toujours présent. Des gens continuent d'être infectés, d'autres sont toujours au front pour nous soigner. Parce que nos proches, nos collègues et nos aînés continuent d'être à risque, nos efforts pour freiner la pandémie doivent continuer. On doit continuer de se laver les mains, de garder nos distances et de limiter nos déplacements. De plus, le port du masque est fortement recommandé dans les lieux publics. On continue de se protéger. À coup de 2 mètres à la fois, je me suis rendue à 1234 mètres de distanciation physique. Mais s'il faut que je me rende à 12 kilomètres pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Pour votre courage et votre dévouement, les comités des usagers du CIS du Bas-Saint-Laurent et les comités de résidents des CHSLD du Bas-Saint-Laurent vous disent merci du fond du cœur. Vous avez raté un événement dans votre région et aimeriez le revoir? Alors écoutez Dans nos régions, les mardis 9h, jeudi 20h et samedi 14h. C'est dans cette émission que vous pourrez revoir en intégralité les événements marquants de votre région, seulement sur les ondes de TCBH.
Je m'appelle Marie-France Pelletier, je suis art-thérapeute certifiée. Ma passion, ce que j'ai découvert comme passion, c'est que j'adore beaucoup les arts et j'adore aussi la relation d'aide parce qu'à l'école secondaire, j'ai travaillé comme intervenante en prévention de la toxicomanie, comme tutrice, bien sûr comme enseignante aussi dans les arts et le français. Puis à ce moment-là, j'ai décidé d'allier ces deux passions, c'est-à-dire les arts et la relation d'aide. Et ça m'a fait découvrir l'art-thérapie. Dans la formation qui dure 4 ans, la première année, on expérimente des méthodes, des approches sur soi. Fait que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver de découvrir ce qui nous fait du bien, nous, et comment on réagit, qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir après le faire vivre à des clients. C'est peu connu, l'art-thérapie. Moi, j'ai vraiment découvert que c'était efficace parce que je l'ai vécu. Alors ça, c'était plutôt la première année. Puis après ça, là, on se spécialise vraiment en étudiant les approches jungiennes, la gestalt, etc., différentes méthodes, le bac de sable, peinture, sculpture, marionnette. Et c'est ça que j'utilise comme outil ou comme méthode avec mes clients en clinique privée. Alors, j'ai obtenu mon diplôme en 2016, puis en 2017, j'ai décidé de faire le saut et d'ouvrir ma clinique privée, donc d'ouvrir un bureau à Trois-Pistoles. C'est pas nécessairement facile de vivre uniquement d'art-thérapie en région. Ici, le bassin de population est plus petit, donc moins de clients, surtout que ce sont des services qui sont privés. Il y a quand même des organismes communautaires qui utilisent mes services. Petit à petit, on se fait connaître. C'est sûr que j'ai été enseignante pendant 17 ans, alors c'est un avantage en région. Actuellement, je travaille à la Maison de la famille, alors je donne des ateliers pour les enfants, qu'on appelle plutôt ateliers créatifs, où là, la dimension thérapeutique est moins spécifique. Je développe surtout, pour ces jeunes enfants, je développe surtout la confiance en soi. Je me suis dit que ma mission de vie, c'était ça, arriver à développer la confiance en soi chez les gens. Oui, l'art est bénéfique. Oui, l'art c'est une guérison en soi que de créer. Ça fait du bien, ça diminue le stress, on apprend à se connaître. Mais c'est l'aspect vraiment thérapeutique, je trouve que c'est quand on est accompagné. C'est là mon rôle à moi quand j'interviens avec une cliente, c'est que j'offre un cadre thérapeutique. Si jamais la personne se désorganise, si jamais la personne éclate en sanglots, qu'elle ne sait plus quoi faire pour se stabiliser, bien, j'ai la formation pour pouvoir accompagner ces gens-là, pour les aider, pour les soutenir, pour leur faire prendre conscience de certaines choses. Ensuite, le fait d'intervenir en art-thérapie, c'est aussi le fait de poser les bonnes questions, de voir les choses que les personnes ne voient pas nécessairement. La base de l'art-thérapie, c'est la création, c'est la production artistique. Puis souvent, les gens vont dire « Ah, Marie-France, je suis pas capable de dessiner, je fais juste des bonhommes allumettes. » J'ai dit « Fais des bonhommes allumettes, c'est pas grave, ça. » L'important, c'est la création, c'est pas le résultat, c'est le processus. En fin de compte, c'est dans le processus que j'interviens. C'est dans le processus que je vois des choses, que j'accompagne, que je pose les bonnes questions, ou tout simplement que la personne, parce qu'elle est accompagnée, parce qu'elle est soutenue, elle va réaliser des choses. Moi, je pensais que j'allais faire de la peinture. C'est pour créer. Mais je me suis rendu compte que ça allait plus loin que ça. On fait de la peinture, mais sans retenue. Je pourrais dire que l'art-thérapie, ça permet de se reconnecter avec soi, puis de prendre conscience à travers des dessins, des couleurs qu'on utilise, comprendre l'état d'âme, ces états d'âme. C'est drôle parce que je parlais justement avec Marie-France pour qu'est-ce que je pouvais ressentir un peu quand je faisais le dessin. Puis quand j'ai commencé le dessin, là, je l'ai fait un peu machinalement, là, avec
Je voulais comme créer quelque chose. Tu sais, j'étais plus dans ma tête. Puis finalement, j'ai comme tout effacé ça. Puis je me suis mis à faire juste des ronds, des cercles comme ça, puis à peinturer, à remplir les cercles. Puis là, je me demandais, mais pourquoi, tu sais? Puis je me demandais, est-ce que j'ai tant besoin de contrôle ou d'organisation ou de... Puis finalement, bien, je me suis rendu compte que c'est juste que c'est un bien-être. Ça m'a remis à l'état, au moment présent, d'être ici, simplement, dans le calme, puis profiter du bien-être que ça peut m'apporter. Puis les couleurs sont... C'est des couleurs vives pour moi, c'est des couleurs qui me font du bien, c'est des couleurs de vie. Je pense que ce que j'ai ressenti le plus, là, c'était le laisser-aller, puis le retour à ici, maintenant. Puis de le vivre dans le calme et la sérénité. C'est sûr que l'art-thérapie, ça fait appel à l'inconscient aussi. Je parle très peu, du moins pendant le processus. La personne peut ne pas parler. Je vais leur dire, vous n'êtes pas obligé de parler. Mais pendant la création, il se passe des choses. On se souvient beaucoup d'images, on se souvient des couleurs plus facilement que des paroles. Fait que souvent, ce que la personne crée, ça va générer des émotions, ça génère des souvenirs, il y a des choses qui se passent. Et c'est là que j'interviens, c'est là que la personne peut dire, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Puis là, je n'interprète pas les dessins, ça c'est important. Les gens pensent que j'interprète. Il n'y a pas d'interprétation, mais je vais poser la question. On va regarder l'image ensemble, on va regarder picturalement ou l'espace, comment il est organisé sur le carton ou sur la toile. Puis en posant les questions, bien, les gens trouvent eux-mêmes les solutions. Les gens découvrent comment ils fonctionnent dans leur vie. Quelque chose qui est très petit sur le carton ou sur le papier, puis je vais dire, ce que je vois, moi, c'est une tâche qui est très petite par rapport à l'ensemble de l'espace que tu as utilisé. Bon, qu'est-ce que représente cet espace-là? Est-ce que c'est du vide? La personne peut me dire, non, ça me fait du bien. Ça pourrait être catalogué comme négatif, de dire « je sens un vide chez moi » ou positivement en disant « bien, moi, j'ai besoin d'espace ». Je réalise qu'en fin de compte, ça me fait du bien de voir cet espace-là autour de ce que j'ai créé parce que c'est ça que j'ai besoin dans ma vie. Le non-verbal parle beaucoup aussi pendant les interventions. Les hésitations, les silences. Souvent, on a peur des silences, mais pour moi, je pense que c'est dans les moments silencieux où il s'est passé le plus de choses, où les gens ont réalisé. Et c'est là où souvent ils se retiennent, ils hésitent. Puis là, je dis, il y a quelque chose qui se passe là, peux-tu me le nommer? Et c'est là qu'il y a le déclic qui s'effectue. Alors, c'est une personne qui a un handicap physique, qui ne peut utiliser, est en chaise roulante, elle ne peut pas utiliser ni ses bras, ni ses mains. Fait qu'elle peint avec un pinceau dans la bouche. Et avant, à l'école, c'est toujours une autre personne qui exécutait les choses pour elle. Elle est capable quand même d'exprimer, donc de dire ce qu'elle veut. Puis là, j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut essayer? On va essayer de mettre un pinceau dans ta bouche, parce qu'il y a des personnes qui créent comme ça. Puis c'est ça, elle a été capable de créer des choses, elle prend plaisir à créer, à appliquer de la couleur sur des toiles, puis elle aime vraiment ça. Alors, selon le code de déontologie et d'éthique de l'art-thérapie, on ne montre pas les œuvres que les gens créent, du moins en individuel, sauf si elles acceptent de l'exposer, ça leur appartient. Parce que ça a une dimension thérapeutique, moi, je garde confidentiel et personne ne voit ce que la personne fait. On a 3 rencontres de base, le temps de se connaître, de voir si l'approche plaît à la personne aussi. Puis on suggère, pour qu'il y ait une transformation de la personne, selon la problématique qu'on m'a présentée au début, on a discuté ensemble quelle problématique tu désires travailler avec moi.
On se donne tout le temps, au moins, pour que ce soit efficace, 8-10 rencontres. Donc, à la suite de ces rencontres-là, les personnes peuvent repartir avec ce qu'elles ont créé. Mais tout le temps du processus, moi, je conserve dans mon bureau les œuvres qui ont été créées. Puis à la fin, ce qui est intéressant, c'est je reprends la dernière rencontre, je reprends toutes les œuvres, puis on voit le cheminement, comment ça s'est transformé dans l'image. Puis ça a toujours un bel impact chez la personne de voir ce processus-là, puis de « Ah, je pensais ça au début, c'est vrai, puis là maintenant, tu vois, je pense plus comme ça, j'ai changé. » Fait que ça, c'est intéressant. On peut pas terminer. Qu'est-ce que je pourrais montrer? Tu sais, j'ai toujours de l'abstrait, du figuratif. Des fois, c'est d'appliquer de la peinture. C'est ça. Bon, on est dans le figuratif. Parfois, à partir d'une peinture, on se dit on va pas plus loin parce que, oui, je pourrais faire un paysage avec celle-ci, mais on décide de ne pas aller plus loin. C'est notre état d'âme au moment où on vient à l'atelier. Dans quel état je suis, comment je me sens, comment tu vas exprimer comment tu te sens là, présentement. Quelle couleur tu vas utiliser, quelle forme tu vas utiliser, d'où la non-importance de savoir créer, d'être un artiste. On n'a pas besoin d'être un artiste, on n'a pas besoin d'habileté artistique pour travailler en art-thérapie. Puis ça, c'est très important et je pense que c'est ce qui fait le plus peur aux gens. Souvent, je commence en disant, on va prendre une feuille, puis là, on va barbouiller. Et là, ça, c'est vraiment une partie de plaisir parce que, autant chez les enfants que chez les adultes, et encore plus chez les enfants, parce que là, je dis « OK, c'est permis de barbouiller. » Je dis « Oui. » Et ça déstresse. Les enfants qui vivent beaucoup de colère, je vais proposer aux parents, quand ils vivent de la colère, donnez-leur un papier, donnez-leur un crayon, puis là, on barbouille. Faites-le en même temps qu'eux, parce qu'ils n'oseront pas. Je dis « Ah oui, je peux barbouiller. » Parce qu'on demande en classe, et c'est pas non plus pour dire que c'est pas comme ça qu'on le fait, mais on exige des choses. Tu me dessines une maison, tu me fais un dessin, il faut que ça soit bien fait, mais on ne se donne plus la chance de barbouiller et ça fait du bien. J'aimerais développer davantage des rencontres individuelles. Si je peux transmettre aux gens que la perfection, ça n'existe pas. Ce que tu crées, toi, c'est bien. Une autre personne va créer autre chose, puis c'est bien aussi. Ce que je vise, ce en quoi j'aspire, c'est de pouvoir amener de plus en plus de mieux-être aux personnes par la relation d'aide, le développement personnel, etc., par l'art-thérapie. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. À coup de 2 mètres à la fois, je me suis rendue à 1234 mètres de distanciation physique. Mais s'il faut que je me rende à 12 km pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Le Québec se remet graduellement au travail. Et pour que tout se passe bien, la CNESST est là pour soutenir l'ensemble des employeurs et des travailleurs. Ensemble, veillons à travailler dans un environnement sain pour tous, en continuant de respecter les obligations en matière de santé et de sécurité du travail, ainsi que les consignes sanitaires en vigueur. Pour en savoir plus, visitez le cnesst.gouv.qc.ca. Oui, le Québec se remet au travail, en toute sécurité. À la maison, en situation de maltraitance. Certaines personnes malhonnêtes pourraient profiter de cette situation pour mettre en place des arnaques financières ou des messages frauduleux. Si vous pensez être victime de maltraitance, qu'elle soit financière, physique ou psychologique, appelez la ligne Aide Abus Aînés.
Ils sont là pour vous aider. Parce que parler à quelqu'un de confiance, c'est ça aussi, se protéger. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Comme on vient de passer plusieurs semaines en dedans, faites attention de ne pas tout garder en dedans. C'est normal de ressentir du stress, de l'angoisse ou même de la tristesse. Consultez québec.ca/aller mieux pour des conseils pour prendre soin de sa santé émotionnelle. Parce que se protéger, c'est aussi protéger son bien-être. À la maison, en situation de violence conjugale, si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent. Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors contactez votre CLSC ou la ligne Infosociale 811. Parce que penser à son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Oui, bonjour, chers auditeurs de la TCBH, Justin Vachon, coordonnateur, votre télévision communautaire. Simplement, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons subi une pandémie, donc la TCBH également a été touchée par la pandémie, mais ça a prouvé encore une fois que la télévision, c'est la reine des médias. Si vous regardez, c'est maintenant, ils appellent ça à la blague la grand-messe quotidienne de 13 heures, où est-ce que le premier ministre et ses aides s'adressent à la population. Donc, encore une fois, pour vous dire, la télévision n'est pas morte. À l'ère de l'Internet, la télé a encore sa place. À la fin de la deuxième semaine de mars, donc tout était arrêté, plus de conférences de presse, plus rien finalement à aller couvrir. Donc, pour une télévision communautaire, surtout, c'est des conférences de presse et puis du coupage de ruban souvent qu'on filme. Il ne restait plus grand-chose là, pour nos informations, donc il a fallu s'adapter. Ça a quand même pris 2 semaines là, il ne s'est pas passé grand-chose à la télévision communautaire. Sauf que là, le gouvernement du Québec a demandé aux médias surtout aux médias communautaires, de continuer leurs activités parce que c'est un service essentiel. Donc, c'est ce qu'on a fait avec les moyens du bord. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de reprises des quilles, parce que la salle de quilles également était fermée, donc on ne pouvait plus aller faire la captation de la saison de quilles. On a passé des reprises des quilles. Je pense que les gens aimaient ça. J'en ai entendu parler ici là, à l'épicerie que les gens s'étaient revus. Là, finalement, le Centre Alpha des Basques, qui est dans le même bâtiment que la télévision communautaire, eux aussi ont été frappés de plein fouet là, par l'arrêt des activités. Ils ont pensé à faire des dictées. Et puis moi, je les ai offert de passer les dictées à la télévision. Je pense que ça a été apprécié. Vous aviez la dictée, la semaine d'après, vous aviez le corrigé et la dictée. C'était 3 fois par semaine. Vous aviez ça les mardis, les jeudis et le dimanche. C'était à 14 heures. Je pense que les gens ont apprécié la dictée. La Ville de Trois-Pistoles s'est manifestée pour que le maire de Trois-Pistoles puisse s'adresser à la population. Donc, nous avons diffusé les chroniques enregistrées à l'Hôtel de Ville. C'est sûr qu'au début, là, c'est pas nous qui allions filmer dû aux règles de confinement. C'est sûr que ça a été filmé avec un téléphone cellulaire, mais somme toute, ça a été bien fait là, au vu du matériel qui était utilisé. Vous aviez également ici le Centre Femmes qui a démarré un projet qui s'appelait Par. Au début, le titre préliminaire, c'était Par, pour et avec les aînés. Et maintenant, le titre définitif, c'est Place aux aînés. Ont eu l'idée de faire des capsules. Ils ont eu l'autorisation de passer des capsules, premièrement, de vie active.
pour des exercices physiques afin que les aînés puissent rester en mouvement en pratiquant ces exercices-là qui étaient adaptés au public cible, c'est-à-dire les aînés. Et puis on a pensé également à repasser les chroniques qui avaient déjà été enregistrées par le passé, là, des classes de pilates qui étaient données par Marie-Claude Bouchard. Donc, on a jumelé ça. Et après, la Fondation Age également, une fois que les vidéos de vie active ont été épuisées, la Fondation Age a également donné l'autorisation qu'on utilise leurs vidéos. Et puis, on a continué à jumeler ça avec les vidéos de Mme Marie-Claude Bouchard. C'était à 11h à tous les jours de la semaine, là, du lundi au vendredi. Donc, si vous avez vu des reprises à la télé des Basques, c'est normal. Nous n'avions comme pas les moyens de pouvoir produire de la nouvelle programmation. J'espère que ça a su mettre un peu de diversité là, dans l'offre télévisuelle. On est bien conscient qu'il n'y a pas juste nous lorsque vous pitonnez. Il y a beaucoup d'autres stations, mais je pense qu'on a, avec les moyens du bord, on a réussi à quand même là, assez bien vous desservir. Si jamais le confinement se poursuivait encore cet automne, si vous avez des idées d'activités qui ne pourront pas être présentées devant public, n'hésitez pas à nous appeler 851-4000 ici à Trois-Pistoles. Ça va nous faire plaisir de pouvoir couvrir ça afin que la population continue d'avoir quand même une fenêtre ouverte là, sur qu'est-ce qui se passe là, dans la région. C'est au plaisir et à la prochaine. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en 2020. La situation sur la Terre est catastrophique. La situation sur la Terre est catastrophique. La pandémie du COVID-19 a bousculé les petites habitudes de la population mondiale et a déboussolé l'économie des pays riches. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Dans l'écriture de ce topo sur la pandémie, je me suis penché sur des statistiques. Beaucoup de statistiques. Nul besoin de vous dire que j'en ai fait une indigestion. Je suis tombé malade durant ce confinement. Non pas malade du coronavirus, mais malade de ses effets sur notre quotidien. Malade d'en entendre parler. Malade de constater les mesures drastiques qui nous ont été imposées. Malade de voir le comportement des gens changer. Malade de voir que certains en ont perdu leur humanité. J'ai séparé ce topo en 4 grands axes. Les statistiques, la démesure, l'autorité et la créativité. On commence. Partez pas maintenant. Faites-vous-en pas. Ça va bien aller. En vrai, j'ai pas creusé tant que ça. Et pour être franc avec vous, j'ai reporté l'écriture de ce topo bien longtemps, en particulier à cause de ce point, les statistiques. Dans une situation de pandémie comme celle-ci, comme média, pour se donner de la crédibilité, beaucoup sortent des statistiques. Ça fait professionnel, ça fait crédible comme média. Eh bien, comme la moitié d'entre vous considère que la télé communautaire, ce n'est pas sérieux, je vois pas pourquoi moi-même, je me prendrais au sérieux en vous refilant les mêmes statistiques, les mêmes chiffres que tous les autres médias vous ont refilés durant tout le temps du confinement. Je termine les statistiques seulement en vous demandant: la grippe A, H1N1 et l'influenza, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, la démesure. Vous allez me dire, mais Marc-André, qu'est-ce que tu veux dire par la démesure? Tout d'abord, ceci. Nous sommes en guerre. Ouais. Ensuite, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ici on parle de 2 mètres de distance et qu'en France, on parle de 1 mètre de distance? Est-ce que c'est parce que le virus est beaucoup moins fort en Europe? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les files d'attente, on a 2 mètres en avant et en arrière de soi. Mais sur les côtés,
Pour expliquer la démesure qu'on vit depuis quelques mois, je vous place un extrait du youtubeur québécois Thomas Gauthier qui nous parlait, il y a 1 an, de l'heuristique de disponibilité. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est à cause d'un concept en psychologie appelé l'heuristique de disponibilité, qui est une manière bien complexe de dire qu'on juge la probabilité d'un événement à se produire par rapport à la facilité avec laquelle on est capable de se la représenter mentalement. Donc, puisque les médias mettent tellement plus d'accent sur les accidents d'avion, eh bien, c'est très facile de se les représenter mentalement, ce qui fait qu'on peut être biaisé quant au réel danger de prendre l'avion. Au même titre que si tu te fais constamment répéter qu'il y a des méchants immigrants qui essaient de venir te tuer, ben, probablement que tu vas finir par le croire. Bon, ensuite, le projet de loi 61, que voici. Ce serait trop long à lire, donc pour tous ceux qui vivent dans une grotte depuis 6 mois, je vous invite à le consulter. En bref, ça consisterait à donner le pouvoir au gouvernement d'accélérer plein de processus administratifs dans leurs objectifs de campagne électorale, tout en passant par-dessus plein de processus votés à l'Assemblée nationale. Ce serait un peu antidémocratique, non? Le rapport avec le COVID-19? Avec le projet de loi 61, le gouvernement pourrait prolonger les mesures sanitaires pendant encore 2 ans, ce qui nous mènerait aux prochaines élections provinciales. J'achève pour la démesure, inquiétez-vous pas. Mais d'abord, je vais vous partager 2 anecdotes qui démontrent bien l'exagération du confinement et de la distanciation. Première anecdote. Une amie avec qui j'ai été au secondaire, que j'ai perdu de vue malheureusement, a partagé sur sa page Facebook il y a de ça quelques semaines. Je trouve ça difficile, le confinement. Je veux rester réaliste, solidaire, critique, mais je veux aussi garder ma bonne humeur et ma santé mentale. Tout ce qu'on voit passer sur nos réseaux sociaux sont les chialeux, les bousilleux, les critiqueux, les nouvelles défaitistes et le sensationnalisme. Pas de farce, je m'ennuie des vidéos de chats, des photos de bébés puis des recettes de shooters. On a bien peu de contrôle sur cette pandémie, mais on en a sur notre réponse à celle-ci. Vivre de l'anxiété, de la colère ou de l'inquiétude est bien normal. Mais est-ce qu'on prend vraiment les bons moyens pour aller mieux? On les connaît, les aberrations, les incohérences. Il y en a toujours eu. Rendu là, est-ce que les publier 10 fois par jour changera quoi que ce soit? Est-ce vraiment le bon moyen? Deuxième anecdote. Ma belle-mère a vécu une aberration en allant à l'épicerie il y a quelques semaines. En se rendant à la file, elle s'est pris le pied dans un dos d'âne. En tombant, elle s'est ouvert les genoux. Ça saignait assez et ça faisait assez mal au point qu'elle n'était pas capable de se relever d'elle-même. Les gens de la file se sont approchés d'elle, mais pas trop, en vue de lui porter secours. Jusqu'ici, tout est normal. Mais les gens n'ont rien fait. Ils n'ont pas essayé de l'aider à se relever, à cause de 2 mètres de distance. Après plusieurs minutes, un employé est finalement arrivé dans le stationnement et une fois à l'intérieur, dans l'infirmerie, ma belle-mère a dû s'administrer elle-même les premiers soins. Est-ce que vous trouvez ça normal comme situation? Est-ce que les mesures d'hygiène imposées impliquaient que les gens devaient perdre leur humanité? Moi, j'ai lu ça nulle part. On passe de la démesure à l'autorité. Et ce n'est pas naïvement que j'ai placé ces 2 sujets côte à côte. Ça fait quelques paragraphes que vous m'écoutez et peut-être que vous vous dites que je rejette la faute de la démesure sur les médias. Tout n'est pas dû aux médias, parce que peu importe l'information qu'ils vont diffuser, l'auditeur reste libre de croire ce qu'il veut. Croire ce qu'il veut. On croit souvent ce qu'on veut croire. Ça nous conforte dans notre opinion. Et je m'exclus absolument pas dans cette information-là. Toutefois, on est davantage enclin à croire une information si elle vient d'une figure d'autorité. À titre d'exemple, voici le dernier courrier municipal pistolois. Bon, j'aurais pu le mettre dans la démesure, mais je me suis dit qu'une municipalité, c'était un très bon exemple de figure d'autorité. Quand une figure d'autorité veut partager une information de cette ampleur, de cette gravité, la métaphore est rarement le bon choix. Nous sommes en guerre. Les figures d'autorité sont des personnes humaines. Par là, je veux dire qu'elles peuvent se tromper. Même les figures d'autorité ont des failles. C'est normal. La situation évolue constamment, les statistiques aussi. Par conséquent, il est déconseillé de mettre toute sa foi dans les paroles de cette autorité. Et je m'inclus là-dedans. Croyez-moi pas sur parole. Je peux me tromper de tout ce que je vous ai dit depuis le début, et ce, malgré mon statut de reporter télé. J'ai mon parcours de vie, j'ai mes opinions,
j'ai mes expériences qui influencent mon discours. C'est pareil de votre côté. Vous avez votre parcours de vie qui vous est propre, vos opinions, vos expériences qui vont influencer la manière dont vous allez interpréter l'information que vous allez recevoir. Je vous explique rapidement ce dont je suis incapable, une expérience liée à la soumission à l'autorité. Dans les années 60, un psychologue social du nom de Stanley Milgram a voulu tester la capacité des gens, et on parle d'une centaine de candidats, à appliquer les ordres qui viennent d'une figure d'autorité. On était dans l'après-guerre. Les gens se souvenaient encore des atrocités. Et Milgram s'est questionné à savoir qu'est-ce qui poussait un simple soldat à s'embrigader et à simplement exécuter les ordres qui étaient de tuer des civils innocents. Il passe une annonce pas trop détaillée dans le journal, il recrute des candidats qu'il positionnera stratégiquement en tant que questionneur et placera un faux élève complice pour répondre aux questions. Celui-ci, le complice, était attaché à une chaise avec des électrodes. Des faux électrodes. En bref, le questionneur soumettait des exercices de mémoire au faux élève et quand celui-ci ne répondait pas correctement, Milgram, alors habillé d'une blouse blanche à titre de scientifique de l'expérience, demandait au candidat d'envoyer une décharge électrique au faux élève. Et plus l'expérience avançait, plus la décharge augmentait. 165 volts. Time. Au final, ce sont 62% des candidats qui ont appliqué les ordres jusqu'au bout, et lorsque l'un d'eux se rebellait, Milgram insistait pour qu'il poursuive l'exercice. La blouse blanche, ça marche à tous les coups. Vous vous dites sûrement que c'était une autre époque, qu'aujourd'hui ça passerait pas. Détrompez-vous. En 2009, une équipe de France Télévisions a reproduit l'expérience de Milgram sous forme de jeu télévisé. Ça s'appelait la zone extrême. Le scientifique, la figure d'autorité, était remplacé par une animatrice télé et un public était même complice. Encore une fois, quand les réponses du faux élève étaient erronées, le candidat questionneur devait envoyer une décharge de plus en plus grande. Au final, 80% des gens se soumettaient à l'autorité, soit près de 20% de plus que dans les années 60. Quand ils se rebellaient, la présentatrice insistait comme quoi qu'ils ne devaient pas se laisser impressionner. Et quand c'était pas assez, en dernier recours, le public complice tapait des mains en criant de continuer. En bref, mon lien avec le confinement et les mesures de distanciation est assez simple. Même si les mesures d'hygiène sont ridicules pour certaines ou incohérentes pour d'autres, quand l'ordre vient d'une figure d'autorité, soit un médecin ou un gouvernement, la grande majorité des gens vont se soumettre à l'ordre sans se poser de questions et sans contester l'autorité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de précautions. Ce que je dis, c'est que le port d'un masque dans une voiture alors qu'on y est seul, c'est inutile. Ce que je dis, c'est que laver ses fruits et légumes en revenant de l'épicerie alors que tout y était aseptisé, c'est ridicule. Il faut penser par soi-même. C'est essentiel. Pour le dernier axe de ce topo, moins de blabla de ma part. Enfin! Je vous présente tout d'abord le court-métrage d'un réalisateur québécois, Jean-David Jutras, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, L'épicerie. Ça fait 3 heures j'attends, c'ti. Ok, je comprends le principe d'attendre une couple d'heures pour aller voir Jean Leloup, c'est plein sur le moche, mais là, 3 heures pour aller faire l'épicerie, on s'entend qu'on n'est pas dans la même catégorie de fun, c'est. Est-ce que vous avez des symptômes de grippe? J'ai toussé hier, ça compte-tu, ça? Ça compte pas? Non. Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un infecté du COVID-19? Et là, j'ai croisé 150 personnes à m'amener. C'est déjà sais-tu, moi? Non. Est-ce que vous avez visité une ferme durant les 14 derniers jours? Ben voyons, je suis rendu aux douanes puis je le sais pas. Non. Vous pouvez y aller. Oui, c'est normal, stressant, ça, calice. Il m'a restitué des bananes. Non, il m'en reste en masse. Non, merde, j'y ai touché. Penses-tu que quelqu'un m'a vu? Faut que je les prenne, faut pas que je les prenne. Oh merde, il y a quelqu'un qui m'a vu. Fuck off, prends-les. Voyons, si, pourquoi tout le monde me regarde de même, c'est bien gossant. C'est à cause des bananes? Je les ai pris, les bananes. Ah, si, je suis dans le mauvais sens des flèches, calice d'épée. Ah, fuck, je passais dans le maillot. Donc, qu'est-ce que je fais, là, je recule dessus? Faut que je fasse le tour d'aller au complet. Ah, de la marde, là, laisse ton chariot ici, puis vas-y. Interdiction de laisser son chariot pour faire le tour. Ah, c'est petit truc. Hey, ça fait 5 minutes, tu niaises, t'apprends-tu ton asti de relish? Il n'y en a pas une sorte meilleure que l'autre. Je vais à mayonnaise, c'est à côté toast, toi, ici. On dirait que je suis pas né dans un jeu de serpent-chien. Ah, faut que je recommence au début. Non. Pogne pas maillot du devant, c'est sûr qu'il y a le COVID. On pogne celle-là dans le fond. Je suis dans le bon sens des flèches, là. Ah, c'est bon. Bon, il n'y a plus de farine.
C'est quoi le trip, là? Tout le monde s'ajoute Ricardo et fait son propre pain. Il me semble que ça lui ses tablettes de faire job, là. C'est bon du pain sandwich? C'est bon du pain sandwich? C'est comme pas bon, personne ne me l'a dit. Hein? Fuck off, prends pas ça. Check-les pas dans le bon sens des flèches. C'est cave. Ah, c'est encore moi qui est pas dans le bon sens. Ah, c'est un peu de PQ. Bon, plus de pâtes, plus de patates, plus de pogo, plus de pépites de poulet. Faut vraiment que j'apprenne à cuisiner. Je perdre 5 heures de ma vie pour un pot de maillot et des bananes. Méchant snack, pareil. Ça va être bon. C'est par là chez nous? Ben non, c'est par là. Ben trop tourné dans l'épicerie, je suis toute mêlée. Ça me prendra une coupe de flèches. Ouais, je pourrais peut-être aller sur le site de Ricardo. Il y a sûrement une recette banane maillot. Ouais, bon plan. Bon plan. Et finalement, pour conclure ce topo tout en humour, afin d'alléger l'ambiance générale, je vous propose un petit florilège des activités les plus originales que des gens d'un peu partout dans le monde ont trouvé à faire durant le confinement. Donc prenez soin de vous, sans trop vous aseptiser. Vous savez, les produits chimiques, ça brûle les neurones. Et surtout, de grâce, pensez par vous-même. No, non puoi uscire, Vado papà. a prendere un caffè, ciao. Dove vai? Vado a prendere un caffè. E tanto è tutto chiuso. Scusi, è aperto il bar? Sì, prego. Si può avere un caffè? Va bene, signore. Grazie. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié les reportages que je vous ai présentés au cours de celle-ci. J'espère que vous avez apprécié la saison 2019-2020 des Infos TCBH. Sur ce, je vous souhaite un très bel été. Sortez dehors, profitez-en. Prenez vos précautions, bien entendu, mais virez pas fou avec ça. Empêchez-vous pas de vivre. Je l'ai déjà dit par le passé, là, empêchez-vous pas de vivre. Profitez-en. Moi, je vais peut-être vous revenir au cours de l'été là, avec un petit... Des petites capsules rapides là, pour vous informer là, des activités qui peuvent ou qui ne se passent pas, finalement. Sinon, ben, nous, on se revoit à l'automne 2020, en septembre. Donc, passez un bel été et on se dit à la prochaine saison des Infos TCBH. Salut tout le monde!